entre les croyants et Allah. Donc les marabouts, etc. Et donc ça collait assez bien avec cette volonté d'accumulation manifestée par les commerçants africains à cette période. Jean-Louis Hamzal, quel est le rôle de l'Arabie saoudite en tant qu'État et donc en tant qu'État qui peut financer dans ce développement du wahhabisme au Mali ? Alors bon, on a beaucoup insisté là-dessus et les critiques du wahhabisme ou du sunnisme au Mali insistent beaucoup sur le fait que justement si ce mouvement s'est développé au Mali, c'est uniquement parce que à cause des subsides fournis par l'Arabie saoudite. Moi je pense que c'est une vision un peu courte. Ça n'est pas le seul facteur et que ça s'inscrit dans tout un mouvement historique constant de réformisme. Donc c'est un mouvement constant de purification de l'islam qui a été mené par des wahhabites, mais bien avant eux, par d'autres mouvements. Voilà. La marche du monde. Le développement du wahhabisme au Mali, le président du Haut Conseil islamique l'a vécu dans son enfance, avant d'aller lui-même étudier en Arabie Saoudite. Nous vous proposons de revisiter son parcours grâce à l'entretien réalisé par David Bachet pour La Marche du Monde. C'était en 2013 et c'est un document rare, doublé du récit biographique du soufi Ousmane Haïdara, également enregistré à Bamako à l'époque. Écoutez tout d'abord la parole de Mahmoud Dicko, ancien marabout né à Tombouctou. Il avait 10 ans en 1965. Très jeune, je suis venu, j'ai vu les gens en train de prier en croisant le bras. Sur la poitrine. Sur la poitrine. J'ai vu mon père en train de le faire. Et quand j'ai vu ça, quand je suis retourné voir mon grand-père qui ne le faisait pas, je lui ai posé la question. J'ai dit, mais pourquoi ces gens-là en priant ils font ça? Mais vous ne le faites pas, grand-père. Bon, j'étais très jeune à l'époque, mais je n'ai pas croisé mes bras, j'ai continué avec mon grand-père, donc j'ai grandi marabout. Je suis allé en Mauritanie, j'ai étudié là-bas. Là-bas aussi, il n'y avait pas le système maraboutique, donc je sillonnais partout. Partout où j'entends, on me dit qu'il y a un saint. Très jeune, je partais là-bas parce que c'était ma culture, c'était ma philosophie. Moi-même, j'aspirais à être un saint, à être un soufi. C'était vraiment ma vie, j'étais pétri dans ça. Je suis revenu ici, j'ai commencé à enseigner, j'ai quitté le système maraboutique pour rentrer un peu dans le système classique, en enseignant dans une médersa où on s'arrête devant un tableau, on écrit. Des écoles coraniques. Voilà. Et ensuite, je suis allé en Arabie Saoudite. Je suis resté quelques années. Pour étudier? Pour travailler? Pour étudier. Pour étudier, j'avais l'intention même d'y rester, tellement j'avais envie de rester dans la ville du prophète, mais quand j'ai eu beaucoup de mal à m'adapter. Quand je suis venu, je ne suis pas venu radicalement changer. Je suis wahhabite, mais j'arrive à cohabiter, à travailler, à côtoyer tous les grands cheikhs du Mali, toutes les tariqas, les confréries. Je n'ai aucun problème parce que moi-même je suis fruit, quand je rentre dans ces milieux, c'est mon milieu naturel. Il n'y a pas de différence. C'est pour cela que j'arrive, sinon ce n'est pas facile quelqu'un qui est pétri wahhabite 100% de pouvoir faire le travail que je fais. Donc je suis revenu, mais je suis resté ce que je suis. Il a appris le bambara pour ses premiers prêches. Le bambara, c'est la langue parlée à Bamako et dans sa région, et sans doute la langue la mieux maîtrisée au Mali, qui compte 13 langues nationales. Et le plus célèbre des prêcheurs maliens, Chérif Ousmane Madani Haïdara, s'exprime justement en bambara, ce qui est tout simplement naturel pour lui. Bon, Niafie, dîner tasraoudi. Ombolo ni mɔgɔ dana i ka cadre kɔnɔ diinɛ na alors i ka diinɛ anw ti basi a la lahara ala bɛ bɛɛ sara i ŋaniya n'i ka baara de la mais n'i ka diinɛ nana n'a kɛra sababu ye ka fitinɛ don jamana kɔnɔ hali bi o fitinɛ kelenw bi senna o diinɛ kelen sira fɛ vraiment anw b'a ye o tɛ jamana ka diinɛ o tɛ ala yɛrɛ ka diinɛ. C'est vrai, le wahhabisme existe chez nous. Et nous acceptons chacun avec son courant religieux. Et à
après la vie ici, à l'au-delà, pour nous musulmans, c'est Dieu qui jugera celui qui est sur la bonne voie. Mais quand dans ta pratique, tu considères que l'autre ne peut pas appliquer tel qu'il le conçoit et que votre religion conduit à détruire la société, nous, on ne considère pas cela comme une religion et cela ne peut pas non plus justifier une religion. Parce que toute religion exclut tout ce qui porte à la personne ou au bien-être humain sur la terre. Chérif Ousmane Madani Haïdara a fondé le mouvement Ansar-Din en 1991. Plus de 70 000 membres ont rejoint depuis cette association qui a une dimension confrérique. Le nom Ansar-Din a été repris par des djihadistes au nord, mais cela n'a rien à voir. Aucun lien n'existe entre les deux. Ousmane Haïdara a un discours critique sur les formes radicales de l'islam. Oui, bon, on est sur l'année on sait qu'il y a mieux fort là. On fait Mali Konoya, tableau fla de Beslamé là, Wahabia ou bien, Soufia Moko ou bien. Bon, Wahabia ou Kasraka, Kaburu Bounya, Anika Foko la Horoma Bifena Minti Alaere. Au Mali, il y a deux courants. Les Wahhabites, qui selon eux, il n'y a pas d'intermédiaire entre un être humain et le Créateur. Pour nous, soufis, Dieu a mis un intermédiaire entre nous et lui, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc en revanche, nous soufis, nous considérons que pour accéder à Dieu, nous pouvons passer par des intermédiaires qui sont des personnes honorées, gratifiées, dont nous reconnaissons leur mérite auprès de Dieu. Tout soufi reconnaît cette valeur et cette intercession, ce passage entre Dieu et nous. Et en ce qui concerne l'existence de marabouts, quelle est votre position ? Bon, Nico marabout Chikacha on fait, Moriana Mobe, Morlangolombe. Mais Andalemba la Moria est reconnue au Haramouye. Chez nous, le marabout existe. Le marabout est vrai quand c'est conforme à la règle islamique. Mais dans toute société, il y a les bons et les mauvais. Les marabouts, il y a des marabouts, il y a des charlatans. Donc le marabout qui fait ce marabout suivant les règles islamiques est tout à fait admis et correct. Si Haïdara a immédiatement condamné la destruction des mausolées par les djihadistes dans le nord, Dicko a semblé prendre plus de temps. Il répond pour sa part en tant que président du Haut Conseil islamique. Moi, je viens du même coin. Je suis de Tombouctou et je porte le nom célèbre de celui dont le mausolée a été détruit le premier, qui s'appelle le Saint Sid Mahmoud Ben Omar. Moi, je suis Sid Mahmoud. Il y a beaucoup de gens qui parlent, ils ne savent même pas ce qui se passe au nord. Moi, je suis né là-bas, c'est ma culture, c'est ma vie, c'est ma ville, c'est notre patrimoine. Si quelqu'un est choqué, c'est bien moi. J'étais dans un dilemme pour ne pas me précipiter, parce que ces gens-là ont dit notre seul interlocuteur, c'est le Haut Conseil. On n'avait pas d'État, le nord était abandonné, il n'y avait pas de médicaments, il n'y a pas à manger, il n'y a absolument rien là-bas. Nous parlons avec eux pour pouvoir ravitailler le nord. Moi, j'étais dans une situation où qu'est-ce qu'il faut dire et en quels termes il faut parler. J'ai consulté beaucoup de gens avant de parler. Avant de prendre la vue des uns et des autres, il y en a qui ont vu en ça que c'était une mauvaise foi. Bon, c'est leur droit de penser comme ils veulent. Je ne peux pas les empêcher, mais moi, je sais comment j'agis et je ne me suis jamais précipité à condamner quelque chose. Tout ce qui arrive dans ce pays, je fais beaucoup attention avant de parler, avant de condamner, parce que je parle au nom de l'ensemble des musulmans du Mali. Qui est en train de faire la lecture du Coran. Quelques versets du Coran, quoi. La marche du monde, Valérie Nivelon. Suite de notre émission consacrée au Mali, terre d'islam, et j'en profite pour saluer chaleureusement tous nos auditeurs et amis et leur dire toute notre affection et notre soutien. Deux stars maliennes sont aujourd'hui dans la marche du monde. Il s'agit des imams Mahmoud Dicko et Ousmane Haïdara. Ils sont respectivement présidents et vice-présidents du Haut Conseil islamique. Notre correspondant David Bachet les avait rencontrés séparément à Bamako en 2013 afin qu'ils nous donnent chacun leur point de vue
sur les relations historiques entre islam et politique au Mali. C'est une archive exclusive de la Marche du Monde. Après la colonisation et l'indépendance, nous évoquons maintenant les années 90 et la fin de la dictature de Moussa Traoré après 23 années passées au pouvoir. Je ne démissionnerai pas, mon gouvernement ne démissionnera pas parce que je ne suis pas l'élu de la seule opposition, je suis l'élu du peuple malien. En 1991, Moussa Traoré est renversé. Est-ce une bonne nouvelle pour l'islam au Mali? Anga Mali fama ou que ça soit Moussa Traoré do fama oredo anti fama shido Mali kono min nana kaslame yakele. Parce que Moussa Traoré Moussa, comme tous ceux qui ont eu à diriger le Mali, aucun n'était quelqu'un qui était contre la religion musulmane, de sorte que ça pouvait poser un problème aux musulmans pour la pratique de leur religion. Et donc de ce fait, on ne peut pas dire que tel président, Moussa Traoré, a freiné l'islam. C'était un président dont son temps c'était la dictature. À l'époque, il partait à la mosquée, il priait et il laissait les musulmans faire leur religion comme bon leur semble. Pour Chérif Ousmane Madani Haïdara, la dictature de Moussa Traoré ne privait pas les musulmans de leur liberté de culte. Mais le renversement de Moussa Traoré et la démocratisation du Mali sous la présidence d'Alpha Oumar Konaré a favorisé le développement de nombreuses associations musulmanes, comme le rappelle Jean-Loup Hamzel de l'École des hautes études en sciences sociales. Je crois que ce qui s'est passé, si vous voulez, avec la démocratisation, d'abord il faut rappeler que la démocratisation, ça s'est traduit aussi par la décentralisation. Et donc c'est une politique qui a donné beaucoup plus de pouvoir aux associations, aux pouvoirs locaux. Il y a une espèce de démultiplication du pouvoir et aussi de la corruption, parce que l'explosion de la corruption existait bien sûr sous le régime de Moussa Traoré, sous le régime militaire, mais elle était, disons, plus limitée à un clan, entre guillemets, de la famille du président, disons, sa femme, son beau-frère, etc., qui redistribuait à l'intérieur de certains canaux parentaux, clientélistes, etc. Mais avec la démocratisation et aussi la décentralisation, il y a eu une explosion de la corruption et une explosion aussi, comment dirais-je, de toutes les associations au Mali. Bon, est-ce que ça a été favorable à l'islamisation du Mali avec l'aide des pays arabes, des pays du Golfe, de l'Arabie Saoudite et du Qatar? Je suis pas sûr. Je crois que c'est un mouvement de fond. Il y a un mouvement de réislamisation de fond de la société malienne, alors qui peut certes profiter d'un financement étranger, celui de l'Arabie Saoudite, du Qatar, etc., qui joue certainement un rôle important. Mais je crois qu'il correspond aussi à une tendance de fond qu'on observe dans plusieurs pays et qui fait que il y a un travail de l'islam au sein de sociétés ouest-africaines. Ça a pris une forme wahhabite et puis djihadiste au nord, wahhabite au sud, et puis il y a en Sardine version Haïdara parallèlement au wahhabisme, mais je crois que tout ça fait partie du même phénomène. Sur la question du développement des associations musulmanes, écoutez justement le fondateur de l'association Ansar Din, qui n'a rien à voir, je le rappelle, avec le terrorisme, Chérif Ousmane Madani Haïdara. Association créée. La multiplication des associations islamiques grâce à la démocratie n'était pas forcément liée à la promotion de la religion. Nous sommes dans un pays pauvre, il faut le connaître. Donc la plupart ont été créés à dessein pour avoir des ressources provenant des pays arabes. Parce que les premiers qui l'ont créé ont eu quelques subventions, quelques aides arabes. Donc du coup, ça a suscité l'engouement pour les associations islamiques. Mais si vous prenez ces associations, par centaines, il n'y a qu'une proportion vraiment très faible qui sont des vraies associations représentatives sur l'échiquier national. Et pour Mahmoud Dicko, comment expliquer justement ce développement des associations musulmanes au Mali? La question lui a été posée par notre correspondant David Baché. En tout cas, c'est une dynamique qui a permis à tout le monde de se développer. Et ça a coïncidé aussi à un retour massif de jeunes gens qui sont allés étudier dans de différents pays musulmans, arabes, notamment en Arabie Saoudite, au Soudan, en Iran, en Égypte. C'est des milliers qui sont retournés. Donc, ça a donné une situation de boom. Voilà.
Est-ce que cette double dynamique, à la fois démocratique, politique d'un côté, et musulmane, religieuse de l'autre, est-ce qu'elle n'a pas fait de la mosquée, pour la première fois dans ces années 90, un lieu de débat politique? Oui, comme je l'ai dit, il y a un changement radical dans tout. Les mentalités ont changé, les hommes, les acteurs ont changé, les imams, ce n'est plus les mêmes imams, parce que vous avez de milliers de jeunes gens qui sont venus de ces différents pays avec des grands diplômes. Ils ont côtoyé aussi des endroits où les mosquées sont des lieux de débat. Forcément, ça a une influence sur ce qui va se passer au Mali. Et ça a eu cette influence, effectivement. Surtout que s'il y a un déficit dans ces différentes formations politiques qui ne donnent pas satisfaction dans ce qui se dit, ce qui se fait, le débat n'est pas tout à fait ce que la population souhaite. Bon, le débat peut se transférer dans les mosquées, dans les lieux de culte, dans le marché, dans n'importe où. Chérif Ousmane Madani Aïdara. Oui, oui, pourquoi pas, parce que en Islamé d'Aubin, oui, c'est vrai. En cette époque, certains de nos imams ont flirté avec la politique. Ils ont prêché la parole politique dans la mosquée et ont appelé les fidèles à voter pour telle personne, en prêchant pour des candidats. Et est-ce que vous pensez que ça a favorisé l'émergence d'une conscience politique parmi la population malienne? Parce que oui, sans doute, ça a développé un comportement, un esprit de plus en plus s'intéresser à la politique dans les milieux musulmans. Mais nous avons toujours mis en garde les leaders musulmans par rapport à la politique. Au Mali, on ne peut pas interdire la politique aux musulmans parce qu'on est un pays à 95% musulmans, mais les leaders doivent rester en dehors du champ politique. Les leaders religieux. Les leaders religieux, je veux dire, doivent rester en dehors du champ politique pour un recours en cas de mésentente majeure dans la société. Ceci constitue les arbitres. Et pourtant, la politique a fait son entrée à la mosquée au Mali dans les années 90. Ces mêmes années 90 où le FIS, le Front islamique du salut, basculait dans la violence et appelait au djihad en Algérie, suite à l'annulation des élections de décembre 1991, justement gagnées par le FIS. 10 ans plus tard, en 2002, devant la multiplication des mosquées et des associations musulmanes de toutes obédiences dans le Mali, l'État décide de créer le Haut Conseil islamique destiné à représenter les musulmans maliens face aux autorités. Le 17 janvier 2002, on l'annonce sur RFI. Au Mali, création hier à Bamako du HCIM, du Haut Conseil islamique du Mali, un organisme censé représenter l'ensemble des musulmans du pays et censé les protéger des dérives fondamentalistes. Le président de ce Haut Conseil islamique, Abi Tierno Aboubakar Thiam, interrogé par Boniface Vignon. Les associations islamiques sont très nombreuses maintenant au Mali. Nous sommes à 106 associations inscrites officiellement. Et chaque association s'évolue dans son milieu. Et souvent, il y a des confrontations idéologiques suivant des différences qui existent entre les écoles islamiques. Donc, cela ennuie un peu la vie des musulmans dans notre pays. Donc, nous voulons les canaliser, suivant un programme bien déterminé. An bɛ se ka min don an na an y'a mɛn ko faamaw de y'a sigi pour que Mali silamɛw bɛɛ bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ. C'est vrai, le Haut Conseil en 2002 a été créé par le président Alpha Omar Konaré à la fin de son dernier mandat. Et l'objectif, c'était pour rassembler les musulmans au sein d'une unique association fédérée et qui est un seul interlocuteur de l'État laïque et réduire les divergences entre les musulmans.
Donc, rassembler, unir les musulmans en une seule voie, en une seule conduite. C'est ça l'objectif du Haut Conseil. Et alors, objectif rempli, ou est-ce que les divergences entre les musulmans ne se sont pas rassemblées au sein de ce Haut Conseil? Bon, silamɛw ma fara ɲɔgɔn kan. Silamɛw ma fara ɲɔgɔn kan. Faama yɛrɛ y'a dabɔ min kama a taara k'u bolo dan. Olu yɛrɛ b'u yɛrɛ ɲini bi. L'objectif n'a pas été atteint parce que le rassemblement attendu n'a pas lieu. Et l'objectif visé par les gouvernants n'a pas été, à mon avis, atteint aussi, parce que ceux-ci se cherchent aujourd'hui avec l'islam dans notre pays. Donc, personne n'a eu son compte. Chérif Ousmane Madani Haïdara dans la Marche du Monde, fondateur de la puissante association Ansar Dine, qui n'a rien à voir avec l'association terroriste du même nom, on le répète systématiquement, et par ailleurs vice-président du Haut Conseil islamique. Il garde en effet une certaine liberté de ton par rapport au Haut Conseil, mais en ce qui concerne le code de la famille, il s'est finalement rallié à la majorité, et ATT, le président Amadou Toumani Touré, s'est imposé à l'époque de soumettre ce projet de loi à une deuxième lecture. Pour la quiétude et la paix sociale, il s'impose de renvoyer le code des personnes et de la famille à une deuxième lecture pour nous permettre d'obtenir l'adhésion, la compréhension de nos compatriotes. Notre souhait, au-delà de toute considération, est de ramener la quiétude et de sauvegarder l'unité nationale qui nous est particulièrement chère. Explication de Mahmoud Diko, le président du Haut Conseil islamique. Nous étions opposés tout simplement parce que nous pensons que dans ce code, il y a quand même des dispositions qui girent avec certaines valeurs sociétales et religieuses de notre pays. En réalité, ce n'est pas le code en tant que tel. Il y a quand même certaines dispositions de ce code dans lesquelles on ne se reconnaît pas. Notamment le problème de l'héritage. Parce que pour nous, nous sommes des musulmans, l'héritage est réglé d'abord par notre religion. Et il n'est pas question pour nous de laisser ce que la religion a à dire et puis régler ça autrement. Pour être concret, ça veut dire que la femme récupérait les mêmes droits que les hommes et que ses frères au moment de la succession. Oui, vous savez, les gens ils prennent quelques parties de cette disposition religieuse pour faire une interprétation un peu erronée. Il y a des cas dans lesquels ce que la femme gagne, l'homme ne gagne pas ça. Ça dépend de quelle manière. Il y a des situations dans lesquelles effectivement l'homme a certainement le 2/3 de ce que la femme doit obtenir, mais ce n'est pas dans tous les cas de figure. Les gens ne le savent pas. Et ce n'est pas une injustice du tout. Et loin de nous aussi de penser que quelque chose pour nous qui est réglé de façon divine et que ce Dieu qui a dit que ça soit ainsi, dire que ce n'est pas exact et que ce n'est pas équitable, c'est se blasphémer, c'est pour nous. C'est ce qui permettait aux droits des femmes d'évoluer qui a été rejeté. Ce n'est pas aux droits des femmes d'évoluer, non. Vous savez, il faut que les gens acceptent aussi que le monde est divers, le monde est pluriel, le monde ne peut pas être unipolaire comme ça. L'universalité ou l'universalisme de ces droits, je ne sais pas qui les a décrétés. Je ne sais pas depuis quand les gens se sont réunis pour dire ensemble que dans le monde entier, ça c'est d'accord, c'est universel. Il y a des choses qui sont universelles, boire, manger, et se vêtir, droit au logement, tout être dans ce monde-là a droit à cela. Mais il y a des choses quand même que les gens ont de spécificités, on doit nous accepter cela. Dans aucun pays, personne ne veut du mal à sa fille, ou sa femme, ou sa sœur. Penser que nous ne voulons pas le bonheur de nos femmes, c'est vraiment nous insulter même, à la limite. La marche du monde. Je rappelle effectivement que la Déclaration universelle des droits de l'homme s'applique à tous les humains. Alors pour Jean-Loup Hamzel, spécialiste du wahhabisme au Mali, la position du Conseil islamique est tout à fait cohérente. De toute façon, le Mali est un pays à 99% musulmans et 99% peut-être de la population se définit comme musulmans, en tout cas n'ose pas se définir, même s'il y a des païens, s'il y a des fétichistes ou des animistes, les gens n'osent pas affirmer sur la place publique qu'ils le sont. Dans le cadre du code de la famille malien, la polygamie est certes permise, on peut avoir jusqu'à 4 femmes, ce qui correspond à la loi musulmane, mais
une fois qu'on est marié à une femme, il faut l'autorisation de la première pour en prendre une deuxième, etc., etc. Donc il y a quand même des limitations à la polygamie dans le code de la famille, et donc c'est pas un hasard si les wahhabites qui, malgré tout, ou les sunnites, veulent instaurer la charia, veulent précisément supprimer ce code de la famille qui a, malgré tout, une certaine composante, une certaine inflexion laïque. Alors ça, je crois que c'est important de le souligner. Au mois d'août 2012, le gouvernement malien a créé un ministère des Affaires religieuses et du culte et on a confié le portefeuille au docteur Yacouba Traoré, membre du Haut Conseil islamique. Est-ce que cela signifie que le Mali pourrait renoncer à la laïcité? La réponse de Haïdara. Bon, n'a sɔrɔ la I ka mɛn république islamique ma ne bolo ala yɛrɛ ye diɲɛ da cogo min na ne bɛ fɛ Mali ka to ten. Moi, je préfère que le Mali reste tel que Dieu même a créé le monde. Ils vivent dessus des croyants, des non-croyants, des hypocrites, toute catégorie et toute idéologie. Le Mali ne fait pas exception à cette règle, c'est mon point de vue. Donc, on peut vivre en harmonie et on peut vivre tranquillement dans un état où tout le monde il respecte, tout le monde y vit, tout le monde laisse l'autre faire sa religion, sa culte spirituelle. Ce que vous dites, ça implique que vous seriez contre l'application de la charia au niveau national? Bon, non, c'est pas... bon, dit charia contre la même, mais fait qu'à mille fois, ni charia bi boli islamé au déca, charia ti boli malikaon. Si c'est la charia, moi je suis musulman, je ne suis pas contre la charia, mais la charia s'applique à moi musulman, non pas à celui qui n'est pas musulman. Il ne faut pas faire l'amalgame entre charia pour la religion et charia pour l'État. On demande une charia pour les personnes dont cette charia s'applique, qui sont les musulmans. Donc oui, je fais partie des premiers qui ont demandé que les musulmans acceptent la charia, mais pas la charia telle que vous posez la question comme une charia État. Pas d'inscription de la charia dans la constitution de l'État malien, nous dit Chérif Ousmane Madani Haïdara. Je vous propose maintenant d'écouter la réponse de Mahmoud Dicko à la question suivante. La création d'un ministère des Affaires religieuses et du culte signifie-t-elle la fin de la laïcité? Si ce ministère a été créé, vous voulez qu'on crache dessus? Non, nous pensons que c'est une bonne chose. Dans tous les pays, il y a ça. Il y en a en Guinée, il y en a au Sénégal, il y en a au Niger, il y en a en Algérie, il y en a au Maroc. Pourquoi au Mali, c'est un problème? Ceux qui y voient un problème, ils voient une remise en cause, un début de remise en cause de la laïcité de l'État. Pour vous, c'est le cas? Non, ça n'anticipe pour rien. C'est une session, il faut gérer seulement les affaires courantes des religions, de façon générale. Mais ce que je veux dire tout simplement que moi je ne comprends pas ce que les gens veulent, puisque je vois tous les chefs d'État, les chefs de gouvernement qui sont en train de se précipiter pour aller à Rome aujourd'hui. Ils vont aller dans une église, ils vont aller prier, ils vont aller chez un religieux, mais leurs États sont des États laïcs. Pourquoi ils vont là-bas? Ce que vous dites, c'est qu'on peut parler de religion, on peut travailler avec la religion dans un État religieux sans être un État religieux. Oui, bon, État religieux, vous savez, tout ça là, ça dépend des hommes, ça dépend de leur compréhension, ça dépend de leur façon de faire. Et la vôtre, votre façon de faire, votre façon de voir les choses. Mais ce que je dis, ce que je ne comprends pas, c'est que les gens, ils nous interdisent et qu'ils s'autorisent eux-mêmes. Haïdara exprime son inquiétude quant à certains courants radicaux de l'islam présents dans le nord du Mali, mais aussi à Bamako. Ni y'a faamu n min fɔ la Mali kɔnɔ vraiment hali ni nord mɔgɔw tɛ dansago mɔgɔw bi yan vraiment an sirannen bɛ mɔgɔ minnu yɛrɛ ɲɛ parce que anw bolo mɔgɔ ninnu bi labɛnw de la parce que don o don arabuw bɛ na
C'est vrai qu'aujourd'hui au Mali, il y a certains comportements qui nous inquiètent parce que ceux-ci sont partout, que ce soit au nord, ils sont encore nombreux à être de plus en plus vus au sud ici. Et ces gens bénéficient de l'appui financier des pays arabes et qui soit pour construire des mosquées. Et nous sommes dans un pays pauvre. La meilleure manière d'aider un pauvre, c'est de lui apprendre un métier où il peut trouver à gagner son pain quotidien. Mais nous considérons ceci, c'est des campagnes pour amener un islam d'un autre comportement. Et ça, vraiment, ça nous inquiète. La construction de ces mosquées sont des campagnes pour un futur, une autre idéologie religieux en gestation, pour lesquels nous sommes vraiment inquiets. Ces pays qui financent ces mosquées, c'est le Qatar, c'est l'Arabie Saoudite, c'est d'autres? C'est les Arabes. Araboudo. C'est les Arabes. Avant de clore ce magazine, nous revenons sur la destruction des lieux de culte par les djihadistes au nord Mali. C'était en juillet 2012. Et nous laisserons le mot de la fin à Mahmoud Dicko, président du Haut Conseil islamique. Djingareber, édifice mythique construit en banco en terre au XIVe siècle. C'est la mosquée du vendredi. 14 000 personnes s'y réunissent chaque fin de semaine et l'UNESCO l'a classé récemment patrimoine mondial en péril. C'est un lieu fondamental pour les musulmans, notamment pour les grandes familles soufis de la cité. Les islamistes ont pour le moment détruit 2 mausolées qui jouxtent la partie ouest de la grande mosquée. Vers 8 heures, il y avait une quarantaine de moudjahidines dans Sardine qui ont été cassés. Les grandes mosquées de Djingareber, il y avait un saint qui s'appelle Mohamed El-Foulani. Ils ont fait tomber la maison dans laquelle il se trouve, quoi. Ils ont détruit tout ce qu'on a. Je suis mécontent, je n'ai pas de force pour me défendre. Tous les accès à la grande mosquée sont bloqués. Des 4x4 équipés d'armes lourdes sont stationnés au carrefour. Personne ne passe, personne n'est autorisé à regarder. Les islamistes ne veulent apparemment pas d'images. Ils ont pris de force les caméras de certains journalistes locaux. Et pour les anciens de Tombouctou, c'est le désespoir. Les islamistes sont venus armés jusqu'aux dents. Ils ont bloqué la route. Personne ne passe. Ils sont là-bas actuellement. Je suis vraiment touché. Il y a même des gens qui sont en train de pleurer. Des vieilles personnes. Vous voulez bien? Oui. Malgré la signature en 92 du pacte national, on a souvent accusé Amadou Toumani Touré d'avoir abandonné le Nord. Vous, est-ce que vous pensez que ces dernières années, l'État a manqué de jouer son rôle dans le Nord? Est-ce que vous pensez que le Nord a été délaissé? Oui, ce n'est pas parce que je pense, mais c'est la vérité. Penser, ça, c'est quand vous doutez de quelque chose. Moi, je suis du Nord, je sais. Vous prenez le nord du Mali, vous prenez de la frontière algérienne jusqu'à Nyono, il n'y a pas 1 kilomètre de goudron. Il n'y a presque rien. C'est des vérités, c'est des choses qui sont réelles. Maintenant, c'est vrai que tout le Mali aujourd'hui souffre. Le Mali est un pays pauvre. Mais en réalité, il faut reconnaître que beaucoup de choses n'ont pas été faites par l'État et leur politique aussi après le pacte. Tous les projets, on a donné ça à des gens qui se sont remplis les poches, ils ont fait ce qu'ils veulent avec la complicité et la passivité de l'État malien. Donc c'est l'État qui est responsable. Et qui est responsable aussi de la situation à laquelle nous sommes parvenus aujourd'hui? Mais ils sont responsables. Ces islamistes, Akmi et autres, là, ils étaient dans le nord du Mali. Qui leur a donné l'autorisation de rester là-bas? Ce n'est pas nous, c'est l'État. Ceux qui devraient interpeller l'État pour leur demander des comptes sur ça, c'est les élus. Est-ce qu'ils l'ont fait? Pendant 10 ans, on est là, tout le monde est là. Ces gens-là sont restés ici depuis qu'ils étaient dans des grottes, jusqu'à ceux qui sont revenus dans des villes pour se marier, pour s'établir. Tout le monde les connaissait. Ils prenaient des otages, ils viennent les monnayer ici. Aussi, au vu de tout le monde, personne n'a dit mot. Mais s'il y a un problème aujourd'hui, mais c'est la faute de qui? C'est la faute de l'État, il ne faut pas dire autre chose. Mais ces islamistes, on leur a ouvert le boulevard. Si vous leur donnez la route pour leur dire de venir prendre un pays, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le prendre. Une fois de plus, le Haut Conseil islamique condamne sans aucun équivoque la violence, du terrorisme, mais aussi la déficience de l'État malien. À l'heure où les Maliens revendiquent plus que jamais leur identité musulmane, la parole des imams semble porter plus loin et plus fort que celle des politiques. Chers musulmans,
Il faut se mobiliser parce que ce pays a atteint un seuil critique. Il est détérioré, tombé et n'a plus de souveraineté. Nous étions une colonie française hier, c'est vrai. Mais est-ce que la France doit continuer à nous dicter tout ce que nous devons faire ? Pourquoi ? Démonstration de force au stade de Bamako le dimanche 10 février 2019. Mahmoud Dicko fustige le gouvernement malien. Nous étions une colonie hier. Mais aujourd'hui, nous sommes souverains. Pourquoi nous ne décidons pas pour nous-mêmes ? En plus de cela, vous voulez nous imposer des pratiques ? Depuis un certain temps, ça se passait en cachette. Et maintenant, on veut nous imposer l'homosexualité et ses pratiques ? C'est notre pays. Nous ne pouvons pas assister à sa destruction. Nous voulons qu'il se construise. Il faut que le président sache que les autres aussi ont des idées à faire prévaloir. Ils ont une opinion. Ce serait comme à l'époque de l'impérialisme, où le peuple n'avait pas d'opinion. Là encore, nos dirigeants pensent que nous n'avons pas d'opinion. Les imams ont leurs opinions. Ce gouvernement ne construit pas le pays. Il faut que nous nous parlions. Si vous ne faites pas attention, la direction prise ne sera pas une bonne direction. Les imams ont des opinions et ils organisent des meetings pour les propager publiquement dans les stades de Bamako, ce qui pose la question des ambitions politiques, des chefs religieux et plus largement de la laïcité de la République malienne. Mali, les imams sont-ils politiques ? C'était une édition de la Marche du Monde, réalisée par Sophie Janin et Steven Elsley, avec la complicité de notre ancien correspondant à Bamako, David Bachet. Exprimez-vous à l'adresse suivante, marche.monde@rfi.fr. Podcastez, réagissez, cette émission c'est la vôtre. Musique du monde, Laurent Saloir. Giovanni Ceccarelli et Tiwayo se partagent la session live. Le pianiste italien viendra défendre son nouveau projet autour des chansons moins connues du légendaire compositeur brésilien de bossa nova Tom Jobim. Tiwayo, c'est l'homme à la guitare en bandoulière et c'est avec son âme de gitan qu'il a réalisé son rêve américain, faire un album à Memphis. 5